le but de cette conférence, c'est de voir ce qu'il a fait Pascal, 330 mètres, etc. C'est tout le monde est au courant. Et puis ensuite, ce qui va derrière, c'est tout ce qui est préparation, la planification, etc. pour faire une plongée profonde. Aujourd'hui, très souvent, on oublie de planifier une plongée, même si on va 40 mètres ou 20 mètres, on planifie de faire la plongée parce qu'on se dit, c'est pas la peine. Vous voyez? Mais vous poserez la question à Pascal, après le film, est-ce que c'est pas la peine de planifier la plongée à 20 mètres, même si j'étais à 330, est-ce qu'il faut planifier une plongée à 20 mètres ou pas? Vous voyez, en fait, le but de cette conférence, c'est ça. Donc, bonsoir à tous. Donc, je profite que je suis à Dole pour discuter un petit peu avec Marius. Ça serait sympa de vous présenter le film. Enfin, je ferai une adaptation de Jérémy, qui est passé à la télé. Donc, c'est un film assez généraliste. Hein, c'est fait pour la télévision, donc c'est fait pour les gens qui ne sont pas forcément plongeurs. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde le film. Et après, si vous avez des questions, on peut faire un petit débat. Et notamment, je voulais orienter un peu profiter qu'on est ici pour orienter un peu le débat sur les questions de sécurité. Voilà. Vous expliquer un peu comment on a conçu le record et essayer de le transposer à votre pratique et peut-être à la plongée. Probablement qu'inconsciemment, je pense que j'ai une bonne étoile. J'étais dans l'inconnu scientifique total concernant le record. Ce que risquait Pascal s'il remontait trop vite, c'est qu'il se mette à bouillir. Hein. L'homme puisse se dépasser, faire des records. Moi, je trouve ça magnifique. Au-delà de 250, 260, qu'est-ce qui va se passer? Le matin même, je me suis aperçu que ça m'avait excité pendant des années, mais quand même, ça m'a terrifié. Si vous avez des questions, elle a plongé 8h47. Elle a plongé, elle a duré 8h47. Et 12 minutes pour aller à 330? Ouais, 13 minutes pour la descente et le reste c'est la remontée. Oui. Quand tu descends du début jusqu'à la fin, chaque bouteille est un mélange différent. J'avais un litre 18 de mélange fond, j'avais une bouteille de 7 litres, on les voit sur les photos, une bouteille de 7 litres d'air pour la plombier blanche, qui était beaucoup trop, mais au moins ça évitait de se poser des questions. Et après j'avais une bouteille de mélange fond, elles étaient jaunes les deux, c'était des 20 litres. Hein. Et par-dessus j'avais une 20 litres de normoxyde et une 20 litres d'un mélange que je laissais à 250, la fameuse bouteille qui a remonté, parce que je commençais à un peu se couler. Donc le trimix normoxyde, je l'ai laissé à 70 mètres, hein, c'était un 20-50, hein, voilà. Et la seconde, j'ai essayé de l'approcher à 250, et après, au-delà, je savais que j'allais être un peu diminué, donc j'avais que du mélange fond, donc je ne pouvais pas faire de confusion de bouteilles. Et après, j'avais une bouteille à 250, pleine, on avait descendu un bout, une bouteille à 200, donc ça m'a permis de faire deux petits stocks profonds. Et après, j'avais des bouteilles à 150, à 100, à 60. Après, je changeais de corde, j'avais 60, 50, 40. C'était un gros le principe. Et après, j'avais encore une autre corde, avec une corde de 20 mètres, avec une corde 50, 70 et 200. Après, au fond, on n'est quand même pas au milieu de sa forme. Vous avez sans doute écouté l'explication de Bernard Bardel. On
tremble énormément, des problèmes de vision, des problèmes de concentration, on n'est pas au niveau. Donc là, le champ de ce qu'on est capable d'appréhender est quand même assez réduit. Tu l'as clairement ressenti ça? Que 2 fois, oui. Une fois à Fontainebleau plus, là, pour la plongée à 250, à partir de 210. Et la seconde fois, mon record, on va dire à partir de 250. Et on met combien de temps pour se remettre d'une plongée comme ça? Assez vite, hein. Ouais. Bah, ce qui a été long, ça a été l'oreille. Parce que j'ai dû pas trop entendre pendant un mois ou 2. Et j'ai dû replonger 3-4 mois après. Mais à part ça, je crois que 2 jours après, je devais faire un footing. Non, ça allait bien. Et le soir, après la plongée, à cause de la douleur, du temps passé dans l'eau, l'immersion, j'étais quand même un peu secoué, un peu fatigué, je suis allé faire une sieste. Et puis le soir, on était au resto, on faisait du vin. C'est bon signe, hein, ça. De quoi est-ce qu'ils meurent tous ces plongeurs en fait? Alors souvent, on avait parlé avec Marie d'amener un peu le débat là-dessus, c'est quand même des manques de planification, quoi. Après, c'est des problèmes quand c'est en spéléo, c'est des problèmes de fil ou des problèmes de gestion du gaz. S'il y a des gens qui ont du gaz. Mais souvent, c'est un manque de préparation et de planification. Même si ça ne se voit pas tellement d'extérieur, parce que vous êtes peut-être néophyte là-dedans. Mais on en revient toujours plus ou moins à ça. Soit les gens qui font quelque chose de trop difficile par rapport à un niveau, soit un manque de préparation, planification, entraînement. La plus grosse erreur, c'est quoi? Enfin, la classique. Alors je vais te commencer le cours spéléo que je donne généralement. C'est la classification par statistique. En gros, après les analyses d'accidents. Le premier, c'est manque d'entraînement. Donc on peut tout y mettre dans le entraînement. Le manque d'entraînement, tu peux être très entraîné et revenir à... Par exemple, les statistiques en plongée mer, en France, c'est... depuis 2 ans, c'est niveau 3, niveau 4, MF et les plongeurs tech. Donc c'est les plongeurs les plus expérimentés. N'empêche que souvent, les accidents auxquels ils sont confrontés, c'est des accidents pour lesquels ils ne sont pas préparés. Quel que soit ton niveau, tu vas toujours faire quelque chose qui est trop dur pour toi. Moi, j'étais tout à fait dans ce cas, ce qui est trop dur pour moi. C'est quand même une prise de risque. C'est pas calculé, c'est un choix. Quoi. Au moins, je savais que je risquais d'y rester. Quoi. Maintenant, dans le cadre de ce que vous faites, c'est pas du tout la même optique. Donc, je crois que il faut s'y préparer, s'y entraîner, et puis savoir un peu où on met les pieds. Quoi. Si on regarde les statistiques, plus on va profond, plus on risque d'avoir d'accidents de décompression. Longtemps, j'ai pensé le contraire, mais maintenant, c'est indéniable. Et plus on reste plus longtemps au fond, plus on risque de se retrouver avec un accident. C'est un choix, il faut le faire en toute connaissance de cause, il faut s'entraîner aux conséquences. Quoi. Et dans les accidents, dans les statistiques d'accidents, y compris quand je vais dire, c'est beaucoup d'accidents de décompression ou d'accidents mortels sont dus à des pannes de gaz. Quoi. Donc on en revient toujours pareil, c'est une erreur humaine à la base, un défaut de planification. Après, c'est le fil en spéléo. Bon, évidemment, en plongée de loisir, c'est bien le cas, par contre, les filets sur les épaules, c'est moins fréquent. Et après, c'est la gestion du gaz. On en revient au défaut de planification. Est-ce qu'on peut espérer aller plus bas? Ou alors, est-ce qu'il y a une limite? En plongée autonome, comme ça, oui, je suppose que ce serait prétentieux de dire qu'on ne peut pas aller au-delà. On peut considérer soit que c'était déjà trop profond, j'ai un coup de bol monumental, soit qu'on. Oui, faire 1 mètre ou 10 mètres, 20 mètres de plus, j'en ai aucune idée. Mais ça dépend tellement de la personne, tel jour ou tel jour. Je serais peut-être allé la veille ou le lendemain, je ne serais peut-être pas sorti. Donc c'est vraiment, en tout cas, je pense qu'on est dans la zone limite. Ce qui est passionnant, c'est les années de préparation. C'est toute l'aventure humaine avec François, avec toute l'équipe, qui sont devenus tous des super copains. Ça, c'était passionnant. Le fait de travailler avec des scientifiques, de construire le projet, d'analyser. Est-ce que quand on s'est lancé dans un truc comme ça, finalement, on ne peut plus faire marche arrière après? Ouais, ça c'est bien le problème. C'est un peu le risque, quoi. C'est de se dire, on s'est lancé un défi, je suis obligé d'aller jusqu'au bout. C'est exactement ça. Ouais. C'est-à-dire que moi, le journal, j'avais plus tout envie de le faire. Parce que dans le film, c'est exactement ça. L'aventure a été passionnante, c'est vraiment le côté intéressant. Et la veille, mais ce qui est marrant, c'est qu'à travers le film, comme les gars du film sont allés interviewer plusieurs personnes, on n'en a jamais trop parlé entre nous. Et on s'est aperçu que la veille, on a tous commencé à avoir des gros doutes.
qui est quand même un peu faux parce que ça fait des années qu'on prépare le truc. Et le matin, on était tous, enfin moi plus que les autres évidemment, mais on avait vraiment plus que des autres. Mais c'est exactement ça, c'est que moi à la limite, j'avais aucune envie d'y aller. Et sur le bateau, j'ai un flexible qui avait été vérifié la veille, qui a pété, un flexible de pompe des planches. Donc c'était un bon alibi. En gros, il y avait François et Hubert, notre quota, qui étaient un peu les deux leaders de l'organisation. Et Hubert a dit on annule la plongée, ce qui était la bonne décision, évidemment. Et moi qui n'avais aucune envie d'y aller, je me suis entendu dire non, on n'annule pas, on va essayer de le réparer. Donc on l'a réparé, on l'a testé, et puis je suis parti comme ça. Des questions? Je vous remercie beaucoup et puis merci à vous.